En 10 jours, un décret tarifaire a déplacé des tonnes de céréales. Les expéditions américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%, tandis qu'à Ouagadougou, la demande pour le mil et le sorgho locaux gagnait du terrain presque sans scène spectaculaire. Que change, pour les fermes du Midwest, comme pour les marchés du Sahel, ce renversement rapide, où Ibrahim Traoré sert de repère politique malgré lui? Si un pays modeste peut rediriger des flux installés depuis des décennies, quelle certitude reste debout vraiment aujourd'hui? Ce récit suit une règle simple: laisser les faits dicter le rythme, sans ajouter de données extérieures pour comprendre comment un geste tarifaire traverse l'océan et transforme des réalités très concrètes. Ce que cela permet de comprendre, c'est comment une mesure ciblée remodèle un système agricole. L'enjeu immédiat apparaît des deux côtés de la chaîne. Aux États-Unis, l'effondrement soudain des contrats expose une fragilité longtemps masquée par l'habitude d'exporter, avec des silos qui se remplissent trop vite et des coopératives forcées d'improviser. Au Burkina Faso, l'ajustement des prix locaux ouvre un espace de pouvoir inédit pour les producteurs et les réseaux de distribution, qui absorbent le choc plus rapidement que prévu. Mais un point reste suspendu. Ce déplacement est-il seulement conjoncturel ou le signe qu'une diversification déjà prête devient un choix structurel? La réponse ne se trouve pas dans les discours, mais dans la chronologie, les chiffres disponibles et les microscènes du terrain. En moins de 2 semaines, un chiffre a suffi à tout déplacer. Plus de 40% de chute des exportations américaines de blé vers l'Afrique de l'Ouest. Cette contraction rapide a révélé une vulnérabilité que ni Washington ni les coopératives agricoles n'avaient réellement intégrée, montrant qu'un marché jugé secondaire pouvait agir comme pivot logistique. Un détail révèle tout. Ce n'est pas l'annonce politique qui a produit le choc, mais la vitesse de propagation de ses effets. Dès l'application du décret tarifaire sur 11 catégories de produits américains, une chaîne de causalité s'est enclenchée. Les cargaisons déjà préparées ont été redirigées, les contrats suspendus, et les silos du Midwest ont commencé à se remplir à un rythme inhabituel pour une période aussi précoce du cycle. Ce qui apparaissait encore, dans les premiers commentaires, comme une mesure symbolique s'est transformé en réalité mesurable. Dans le même temps, au Burkina Faso, les scènes quotidiennes semblaient inchangées. Les marchés fonctionnaient, les étals restaient familiers, mais les dynamiques sous-jacentes évoluaient discrètement. La demande pour le mil et le sorgho locaux augmentait, signalant que des investissements anciens dans l'irrigation, le stockage et la transformation commençaient à produire un effet cumulatif. Les réseaux de distribution du Sahel ont absorbé le choc plus vite que prévu, réduisant la dépendance immédiate aux importations. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère plus que comme un moteur direct. Ses discours sur la souveraineté alimentaire trouvent soudain une traduction opérationnelle, non pas dans une déclaration nouvelle, mais dans la capacité des filières locales à répondre à une rupture extérieure. Le contraste est frappant. Là où les producteurs américains découvrent la fragilité d'un modèle fondé sur la stabilité des débouchés, les acteurs sahéliens expérimentent une marge de manœuvre longtemps théorique. La question ouverte au début trouve alors un premier éclairage. Si ce basculement a été possible en quelques jours, qu'indique-t-il sur l'état réel des dépendances agricoles construites depuis des décennies? À ce stade, la transformation cesse d'être abstraite et prend le visage d'acteurs précis. À Ouagadougou, une meunière décrit un changement discret mais décisif. La demande accrue pour le mil local lui permet, pour la première fois depuis plusieurs saisons, d'augmenter légèrement ses marges sans attendre l'arrivée d'un cargo étranger. Ce gain reste modeste, mais il modifie un réflexe ancien, celui de dépendre d'un flux extérieur pour stabiliser l'activité quotidienne. Dans les marchés périphériques, les commerçants de céréales observent un phénomène similaire. Les sacs de sorgho se vendent plus vite, les circuits courts se densifient, et les producteurs locaux retrouvent une visibilité qu'ils avaient progressivement perdue. Ces micro-ajustements, pris isolément, pourraient sembler anecdotiques. Ensemble, ils signalent pourtant une réactivation de la filière locale comme espace stratégique, capable d'absorber un choc externe sans rupture brutale. À des milliers de kilomètres, le contraste est saisissant. Dans le Missouri,
Un producteur de maïs confie à une radio régionale n'avoir jamais vu ses réserves atteindre un tel niveau si tôt dans la saison. Les silos pleins ne sont pas encore une crise, mais ils imposent des décisions rapides. Différer des semis, chercher des débouchés secondaires ou accepter des prix moins favorables. Là aussi, le changement est progressif, mais il affecte la perception même de la stabilité. Ces scènes parallèles révèlent une même logique. Le pouvoir économique attaché aux céréales se déplace dans les gestes ordinaires. Moudre, stocker, vendre deviennent des actes chargés de conséquences politiques implicites. Au fond, quand les pratiques quotidiennes changent, l'équilibre suit. L'activation du décret tarifaire a agi comme une rupture nette, presque clinique. En ciblant 11 catégories de produits américains, blé, maïs, soja, lait en poudre et dérivés, la mesure a immédiatement modifié les règles d'accès à un marché longtemps considéré comme acquis. Les premières heures ont été marquées par une relative incrédulité. À Washington, comme dans plusieurs coopératives du Midwest, l'interprétation dominante restait prudente, qualifiant la décision de signal politique sans portée durable. Cette lecture n'a pas résisté à la chronologie réelle. Très vite, les flux ont commencé à se contracter. Des cargaisons déjà prêtes ont été redirigées vers d'autres ports, des contrats suspendus et les plannings logistiques réécrits dans l'urgence. En moins de 10 jours, les expéditions de blé vers l'Afrique de l'Ouest ont chuté de plus de 40%, un seuil suffisant pour transformer une alerte en phénomène structurel. Dans le Midwest, les silos se sont remplis plus tôt que prévu, créant une pression inhabituelle sur les capacités de stockage et sur la trésorerie des exploitations. Ce passage de l'abstrait au mesurable marque le véritable déclenchement de la crise. Le point culminant s'est formé lorsque ces signaux dispersés ont convergé. Les témoignages des producteurs, relayés par les radios locales, décrivaient tous la même sensation. Un système conçu pour l'exportation découvrait sa dépendance à des débouchés qu'il ne contrôlait plus. Dans le même temps, au Sahel, la réaction prenait une direction opposée. Les marchés ont absorbé le choc avec une rapidité inattendue et la demande pour les céréales locales s'est renforcée. L'Algérie proposait du blé à prix réduit, la Russie redirigeait des volumes depuis la mer Noire, le Brésil intervenait avec de la volaille. La diversification, longtemps évoquée comme une option théorique, devenait opérationnelle. C'est dans cette phase que le discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire a pris un relief particulier. Sans annoncer de nouvelle orientation, ces déclarations antérieures se sont retrouvées alignées avec des faits observables. Filière locale active, réseau de distribution fonctionnel, soutien régional explicite. Ce décalage entre l'absence de mise en scène politique et la force des effets économiques a renforcé la portée symbolique de la séquence. La souveraineté cessait d'être un mot pour devenir une capacité démontrée. La résonance s'est ensuite étendue au-delà du cadre strictement commercial. Un mémo divulgué à Washington, évoquant un possible paquet de sanctions au Sahel, a agi comme un accélérateur politique. Ce qui aurait pu rester un différend tarifaire s'est chargé d'une dimension identitaire. Dans plusieurs pays sahéliens, soutenir le Burkina Faso revenait à affirmer une autonomie longtemps différée. Aux États-Unis, des élus dénonçaient une attaque contre leurs agriculteurs, amplifiant la polarisation. À ce stade, la séquence est complète. Une décision ciblée, un choc mesurable, puis une onde prolongée qui redéfinit les rapports de force. Le passage d'un avant stable à un après incertain est désormais acté et ses effets continuent de se propager. La ligne de base était longtemps considérée comme acquise. Pendant des décennies, les exportations agricoles américaines vers l'Afrique de l'Ouest formaient un flux régulier, prévisible, rarement contesté dans sa continuité. Cette stabilité constituait un pilier discret du modèle agricole américain, intégré dans les décisions de semis, de stockage et de financement. Puis la rupture est survenue, nette et chiffrée. En moins de 10 jours, les expéditions de blé vers la région ont chuté de plus de 40%, révélant qu'un marché perçu comme secondaire pouvait provoquer une discontinuité majeure dès qu'il modifiait ses règles d'accès. Ce premier indicateur ne vaut pas seulement par son ampleur, mais par sa vitesse. Une baisse de cette magnitude, concentrée sur une période aussi courte, signale une dépendance structurelle. Elle montre qu'un système conçu pour exporter en continu ne dispose que de marges limitées
lorsque la demande externe se contracte brutalement. On s'en contracte brutalement. Dans le Midwest, cette variation s'est traduite par un effet immédiat sur les capacités logistiques. Les silos se sont remplis trop vite, trop tôt, selon plusieurs coopératives, bien avant la fin du cycle habituel. Cette saturation précoce n'est pas un simple désagrément technique. Elle annonce des arbitrages contraints sur les volumes, les prix et potentiellement l'emploi agricole. Le deuxième repère quantifiable se situe à l'autre extrémité de la chaîne. Au Sahel, les prix des céréales locales ont connu une valorisation notable, conséquence directe du redéploiement de la demande. Les témoignages de terrain convergent. Mil et sorgho s'écoulent plus rapidement. Les étals se renouvellent sans attendre des arrivages extérieurs et les transformateurs locaux retrouvent une visibilité économique. Même sans pourcentage précis uniformément publié, la tendance est suffisamment documentée pour établir un changement d'équilibre. Une hausse, même modérée, modifie immédiatement l'arbitrage entre importation et production interne, rendant les filières nationales plus attractives. Le troisième signal, plus silencieux, mais tout aussi révélateur, concerne l'accumulation des stocks américains. L'absence de débouchés immédiats immobilise des volumes importants, créant un décalage entre production et écoulement. Ce blocage logistique agit comme un multiplicateur de risques. Pression sur les prix intérieurs, coûts de stockage supplémentaires, incertitude sur les campagnes suivantes. Les marchés financiers ont intégré cette lecture. Les contrats à terme sur le blé et le soja ont fluctué, traduisant l'anticipation d'un réalignement durable plutôt qu'un simple incident passager. Pris ensemble, ces trois éléments, contraction rapide des exportations, appréciation des céréales locales africaines, engorgement du stockage américain, dessinent un schéma cohérent. La bascule est simultanée aux deux extrémités de la chaîne et s'auto-renforce. Au Sahel, elle conforte une orientation politique déjà exprimée, notamment dans les discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté alimentaire conçue comme capacité opérationnelle. Aux États-Unis, elle expose une fragilité longtemps masquée par l'habitude de la stabilité. La preuve quantitative ne raconte pas une crise isolée, mais un déplacement d'équilibre. Les chiffres disponibles indiquent que le système agricole mondial est plus sensible aux décisions ciblées qu'il ne l'admettait, et que ses points d'appui peuvent céder plus rapidement que prévu. Deux lectures se sont rapidement imposées à mesure que le choc tarifaire se diffusait dans les marchés et les débats publics. La première, portée principalement par des élus du Midwest et des organisations professionnelles américaines, défend l'idée qu'une riposte ferme est indispensable. Selon cette thèse, accepter sans réaction une contraction aussi brutale des exportations reviendrait à entériner un précédent dangereux. Un marché qui se retire en quelques jours pourrait encourager d'autres régions à tester la solidité du système commercial américain. Dans cette logique, la pression politique apparaît comme un outil de dissuasion destiné à restaurer un rapport de force perçu comme fragilisé. Pour les agriculteurs confrontés à des silos saturés et à des contrats suspendus, cette lecture répond à une inquiétude immédiate et tangible. La seconde thèse, davantage défendue dans les cercles diplomatiques et par certains analystes internationaux, avance l'argument inverse. Une escalade risquerait d'accélérer un réalignement déjà en cours. Les réactions rapides de fournisseurs alternatifs, observées dès les premières semaines, montrent que le marché africain dispose désormais de marges de substitution réelles. Dans cette perspective, une réponse trop dure renforcerait la dynamique de diversification et transformerait une transition conjoncturelle en choix structurel. Le mémo évoquant d'éventuelles sanctions, lorsqu'il a circulé, a été interprété comme un signal de rupture potentielle plutôt que comme un levier de négociation. Face à ces deux positions, l'examen des faits disponibles invite à une lecture plus nuancée. La vitesse de la contraction des exportations, l'engorgement précoce des stocks américains et la capacité d'absorption observée au Sahel suggèrent que le système avait déjà évolué en profondeur. La décision tarifaire n'a pas créé cette transformation, elle l'a révélée. Réagir comme si l'équilibre antérieur pouvait être simplement restauré ignore la préparation accumulée côté africain. A l'inverse, considérer toute réponse comme contre-productive sous-estime les contraintes politiques internes auxquelles les décideurs américains sont confrontés. Les données indiquent une conclusion intermédiaire. L'équilibre se déplace déjà, et toute stratégie durable doit partir de ce constat
plutôt que chercher à revenir à un état antérieur. La question n'est donc pas de savoir qui cédera, mais comment chaque acteur ajustera ses attentes à un paysage désormais transformé. Et c'est là qu'une idée s'impose. La souveraineté devient une capacité mesurable. À ce point médian, la confrontation change de nature. Les indices accumulés ne décrivent plus un simple ajustement conjoncturel, mais une reconfiguration active des priorités. Au Sahel, les marchés ne se contentent pas de remplacer un fournisseur par un autre. Ils réorganisent la chaîne entière autour de la production locale, du stockage et de la transformation. Ce déplacement réduit la vulnérabilité aux chocs extérieurs et transforme des décisions politiques en effets observables au quotidien. Ce basculement explique pourquoi la séquence résiste aux lectures rapides. La diversification n'est pas improvisée, elle s'appuie sur des investissements antérieurs et sur des réseaux capables d'absorber une rupture sans désorganisation visible. Les scènes restent ordinaires, mais leur signification change. Vendre du mil local n'est plus un pis-aller, c'est une option centrale. C'est ici que Ibrahim Traoré s'impose comme un repère symbolique, non par une annonce nouvelle, mais parce que ses discours antérieurs trouvent une validation pratique. La souveraineté alimentaire cesse d'être une promesse et devient un critère d'évaluation. Cette révélation médiane referme une dette de curiosité. Si le système tient, c'est qu'il a déjà changé. Dès lors, la question se déplace. Il ne s'agit plus de savoir si l'équilibre peut revenir, mais quelles conséquences concrètes ce nouvel état produira pour chacun des acteurs concernés. Les effets du décret se déploient désormais de manière lisible, selon 4 lignes d'impact distinctes, chacune révélant une facette de la recomposition en cours. Pour les producteurs du Sahel, la conséquence est immédiate et tangible. La hausse de la demande pour le mil, le sorgho et d'autres céréales locales redonne de la valeur à des cultures longtemps marginalisées par les importations. Sur les marchés d'Ouagadougou et de Bamako, les étals se renouvellent plus vite et les transformateurs locaux retrouvent une capacité de négociation accrue. Cette valorisation modifie l'arbitrage économique quotidien. Produire localement devient une stratégie viable et non plus une solution de repli. Ce changement renforce un sentiment d'autonomie qui dépasse la seule question des prix. Pour les entreprises agricoles américaines, l'effet miroir est plus contraignant. Les silos saturés du Midwest, les contrats suspendus et les cargaisons redirigées bouleversent des prévisions construites sur la stabilité. Les coopératives doivent absorber des coûts de stockage supplémentaires et revoir leur calendrier. Cette pression logistique se traduit par une incertitude financière accrue et par la crainte que la perte d'un débouché africain ne soit pas temporaire. Les fluctuations observées sur les marchés à terme du blé et du soja reflètent cette inquiétude. Les acteurs intègrent désormais l'hypothèse d'un réalignement durable. Les consommateurs, des deux côtés de l'Atlantique, ressentent aussi les effets, bien que de manière différenciée. Aux États-Unis, l'immobilisation des stocks et la réorganisation des flux peuvent exercer une pression à la hausse sur certains prix alimentaires, affectant les budgets des ménages. Au Sahel, la dynamique est inverse sur le plan symbolique. Les produits issus de céréales locales gagnent en visibilité culturelle et économique. Le pain ou la farine produite localement deviennent des marqueurs de dignité et de résilience, même si certains biens importés restent plus coûteux. Enfin, sur le plan régional et géopolitique, les conséquences dépassent largement le cadre bilatéral. L'intervention rapide de fournisseurs alternatifs, comme l'Algérie, la Russie ou le Brésil, montre que la diversification africaine est désormais opérationnelle. Les gouvernements voisins observent l'expérience burkinabé comme un test grandeur nature de la capacité à réduire les dépendances. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne un point de convergence symbolique. Ses positions sur la souveraineté alimentaire trouvent une traduction concrète qui influence les débats au-delà des frontières du Burkina Faso. Le gain est donc double pour le Sahel, tandis que le coût se concentre sur les acteurs habitués à la stabilité. La dette de curiosité ouverte au point médian se referme ici. Le nouvel équilibre produit déjà des effets différenciés, visibles et durables. À partir des dynamiques déjà observables, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais prolongent logiquement les tendances en cours. Dans le scénario de base, la confrontation se stabilise sans résolution complète. Si Washington adopte une posture prudente,
alors les flux agricoles américains se redirigent partiellement vers d'autres marchés, tandis que le Sahel consolide ses chaînes locales sans accélération excessive. Les prix restent volatiles mais contenus, et les acteurs intègrent progressivement l'idée d'un paysage multipolaire où aucun fournisseur unique ne domine durablement. Le scénario optimiste repose sur un rééquilibrage coopératif. Si des canaux de discussion technique s'ouvrent entre Washington et plusieurs capitales africaines, alors des ajustements ciblés pourraient émerger. Volume révisé, exemption temporaire ou programme de modernisation agricole permettraient de relâcher la pression sur les stocks américains tout en reconnaissant les nouvelles priorités africaines. Dans cette configuration, la récente tension devient un levier d'adaptation plutôt qu'un signal de rupture. Les marchés réagiraient par une baisse de la volatilité et un retour progressif de la prévisibilité. Le scénario de rupture décrit une transition plus profonde et plus coûteuse. Si les sanctions évoquées dans les documents ayant circulé se matérialisent, alors l'Afrique accélérera sa diversification sous l'effet d'un soutien politique et populaire déjà visible. Les États-Unis, confrontés à un découplage élargi, devront réviser leur stratégie d'exportation et renforcer les mécanismes d'aide interne. Les nouveaux fournisseurs consolideront leur position et plusieurs pays africains pourraient aligner leurs politiques tarifaires sur l'exemple burkinabé. Dans les trois cas, une recommandation de méthode s'impose. Observer les indicateurs concrets, flux, stocks, prix locaux, prime sur l'analyse des discours. Le système agricole mondial entre dans une phase de test de flexibilité où la capacité d'adaptation comptera davantage que la défense d'un équilibre passé. À ce stade, la recomposition observée cesse d'être l'affaire exclusive des producteurs ou des décideurs. Elle touche aussi celles et ceux qui suivent l'actualité agricole sans y participer directement, et dont la vie quotidienne reste pourtant liée à ces équilibres. Pour les citoyens attentifs aux enjeux globaux, la séquence récente révèle une réalité souvent sous-estimée. Les chaînes d'approvisionnement sont plus fragiles qu'elles n'en ont l'air. Une décision ciblée, prise loin des lieux de consommation, peut modifier en quelques jours les prix, les flux et les alliances. Pour les consommateurs, l'effet est plus concret encore. Aux États-Unis, la perspective de stocks immobilisés et de réorganisation logistique rappelle que les choix commerciaux influencent directement les budgets alimentaires. Les ajustements de prix potentiels ne sont pas abstraits, ils s'inscrivent dans des dépenses mensuelles, des arbitrages familiaux, des inquiétudes diffuses. Le lien entre commerce international et vie domestique devient soudain visible. Au Sahel, l'expérience est différente, mais tout aussi parlante. La montée en visibilité des produits locaux transforme la relation à l'alimentation. Consommer du mil ou du sorgho produit et transformé localement ne relève plus seulement de la tradition, mais d'un choix économique et symbolique. Le panier alimentaire devient un indicateur silencieux de l'autonomie collective, un reflet des capacités retrouvées. Pour les observateurs engagés dans le débat public, cette crise agit comme un révélateur. Les discussions sur la souveraineté alimentaire, la diversification des partenaires ou la résilience des filières cessent d'être théoriques. Elles se matérialisent dans des témoignages, des chiffres et des gestes ordinaires. Comprendre ces liens devient une forme de vigilance civique. Savoir comment circulent les denrées, comment se forment les dépendances et comment elles peuvent se déplacer. La question qui s'impose alors n'est plus seulement économique. Elle concerne la place de chacun dans un système mondial dont les équilibres se redessinent sous nos yeux. La séquence actuelle appelle désormais une clarification opérationnelle, structurée autour de quelques axes concrets et vérifiables. Le premier concerne les institutions américaines. Si elles souhaitent limiter l'effet de saturation observé dans les silos, alors un mécanisme d'ajustement logistique doit être activé dans les 3 à 6 prochains mois. Il s'agirait de rediriger temporairement les volumes excédentaires vers des marchés secondaires ou des usages alternatifs afin de réduire la pression sur les prix intérieurs. L'efficacité de cette étape se mesurera à la diminution progressive des stocks et à la stabilisation des indicateurs de trésorerie des coopératives. Le deuxième axe touche au réseau agricole du Sahel. Pour transformer l'avantage conjoncturel en capacité durable, une coordination régionale est nécessaire. Harmoniser les capacités de transformation, améliorer le stockage et fluidifier les échanges intra-régionaux constituent des priorités immédiates.
Une feuille de route commune, appliquée dès le prochain cycle agricole, permettrait de fixer des seuils clairs, volume transformé localement, continuité de l'approvisionnement et résilience face aux chocs externes. Ces critères offrent une base de suivi concrète au-delà des discours. Le troisième axe relève du dialogue politique, même sous tension. Si Washington et Ouagadougou ouvrent un canal technique, alors des marges de manœuvre peuvent être identifiées sans renoncer aux positions fondamentales. L'objectif n'est pas de restaurer le statu quo, mais d'éviter que la confrontation ne rigidifie des blocs commerciaux déjà en recomposition. Enfin, un fil transversal relie l'ensemble, la souveraineté alimentaire, telle qu'évoquée par Ibrahim Traoré. Sa crédibilité dépendra désormais d'indicateurs simples et observables, capables de montrer si le mouvement actuel s'enracine réellement dans la durée. Lorsque l'on revient aux scènes qui jalonnaient le début de ce récit, leur signification apparaît transformée. Les étals de mil observés dans les marchés d'Ouagadougou, autrefois perçus comme des éléments ordinaires du paysage, prennent désormais une dimension politique implicite. Les gestes répétés, moudre, peser, vendre, incarnent une autonomie en train de s'affirmer, soutenue par des choix accumulés au fil des années. Dans ces lieux familiers, la souveraineté alimentaire cessait d'être un concept abstrait pour devenir une pratique quotidienne. À des milliers de kilomètres, les silos saturés du Midwest racontent l'autre versant de cette histoire. Ce qui semblait d'abord une anomalie logistique révèle une fragilité plus profonde, celle d'un modèle dépendant de débouchés longtemps considérés comme stables. Les producteurs qui observent leurs stocks s'accumuler incarnent, malgré eux, la contrepartie d'un réalignement mondial accéléré. Entre ces deux images, un fil se tend. Les paroles d'Ibrahim Traoré, souvent relayées comme un discours politique parmi d'autres, trouvent ici une résonance concrète. Elles se matérialisent non dans une proclamation, mais dans la capacité d'un système à tenir face à la rupture. Marché sahélien et sahélo-américain racontent alors une même histoire. Histoire, celle d'un monde où des décisions ciblées déclenchent des chaînes de conséquences inattendues, redéfinissant lentement les équilibres. Au terme de cette analyse, une idée demeure plus forte que les chiffres eux-mêmes. Les tensions observées autour des céréales ne parlent pas seulement de commerce, mais de choix collectifs sur la manière dont les sociétés veulent organiser leur sécurité, leur dépendance et leur marge d'autonomie. Le Sahel, comme le Midwest, montre que les systèmes agricoles ne sont jamais figés. Ils réagissent, parfois plus vite que prévu, aux décisions politiques et aux signaux du marché. Suivre ces évolutions demande plus qu'une attention ponctuelle. Cela suppose de regarder au-delà des annonces, de comparer les discours aux effets mesurables et de rester attentif aux transformations discrètes qui s'opèrent dans les pratiques quotidiennes. C'est dans ces détails que se joue souvent l'essentiel. Si ces enjeux vous intéressent, la discussion ne fait que commencer. Partagez vos observations, questionnez les trajectoires possibles et confronter les points de vue contribue à éclairer un débat qui dépasse largement un seul pays ou un seul secteur. Les équilibres alimentaires mondiaux se redéfinissent sous nos yeux, et comprendre leurs mécanismes est déjà une forme de participation.